Et Bruno Retailleau et LFI ont échangé à distance. Aujourd'hui, c'est LFI qui a dégainé ce matin en s'en prenant à Bruno Retailleau et en s'en prenant au terme utilisé par Bruno Retailleau qui avait qualifié les personnes, les délinquants, les voyous d'hier soir de barbares. Éric Coquerel l'a condamné ce matin et Bruno Retailleau lui a répondu. Je voudrais qu'on écoute Éric Coquerel et Bruno Retailleau. Va-t-on écouter Éric Coquerel ? Il y a toujours le mot qu'il faut pas, monsieur Retailleau. D'abord parce que ça, j'allais dire à un moment donné, ça tend. Quand vous commencez à dire ça, il l'a fait. Il y avait quasiment pas eu d'événement au moment où il l'a fait. J'ai regardé les actualités de problématiques. Donc déjà, vous tendez la situation. Et puis le mot barbare, quand vous dites les barbares, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont barbares et d'autres qui sont civilisés. Et dans le terme de monsieur Retailleau, on le sait très bien, la civilisation, c'est judéo-chrétien, il l'a dit. Voilà. Et la France souffre d'une déconstruction culturelle. Il y a un mépris de classe très souvent. Écoutez, c'est tout le discours perpétuel de monsieur Retailleau. Donc quand il parle des barbares, on voit bien que très souvent derrière ça, il y a des soubassements racistes qui reviennent. LFI, en réalité, c'est la France insoumise et c'est la France incendiaire. Dès que le feu des violences surgit, LFI se précipite pour défendre systématiquement ceux qui allument ce feu et attaquer ceux qui sont censés éteindre le feu. Selon LFI, c'est le ministre de l'Intérieur et les forces de l'ordre qui seraient à l'origine des débordements. Et ça fait rigoler tous les Français. Bien sûr. Voilà donc les mots d'Éric Coquerel de LFI et Bruno Retailleau qui a répondu. Mais à quoi joue LFI ? Je ne comprends pas. À quoi joue LFI ? Il nie les faits des barbares. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. Il y a 2 morts. Quel terme faut-il utiliser pour plaire à LFI ? C'est quoi cette histoire de décivilisation et que disent-ils de soubassement raciste qui reviennent ? Quel est le rapport ? Paul Melun. Non, mais c'est invraisemblable ce que nous dit Éric Coquerel. Vous savez, il nous a servi là. C'est très bien d'avoir isolé cet extrait et de l'écouter parce que on voit le gloubi-boulga gauchiste et pro-voyou d'Éric Coquerel qui dit n'importe quoi, qui nous dit que la civilisation et les barbares ce serait des considérations ethniques. C'est bien ça qu'il veut nous dire. En fait, il veut faire passer Bruno Retailleau pour un odieux raciste qui dirait que les barbares ce sont les gens issus de l'immigration, et les gens civilisés ce sont les blonds aux yeux bleus. C'est absolument pas ce que dit Bruno Retailleau. Ce que dit Bruno Retailleau, c'est que les barbares ce sont les gens qui cassent les abribus, qui volent dans les magasins, qui attaquent des personnes sans défense dans la rue ou qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Ça, c'est des barbares. Et ça n'a pas de race, ça n'a pas de couleur d'yeux, ça n'a pas de couleur de cheveux, c'est une attitude. Et la civilisation, au contraire, c'est les gens pacifiés, les gens qui se tiennent avec civisme, les gens qui aident leurs prochains. Alors, je sais pas si ça s'appelle les valeurs judéo-chrétiennes, mais en tout cas, ça s'appelle la France, théoriquement. Et je déplore que ce monsieur Coquerel se mette du côté des voyous, systématiquement, comme son maître à penser Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas comme ça que les Insoumis vont un jour devenir un parti de gauche de gouvernement et arriver aux affaires. Parce que là, ce qu'ils font, eux, ils jettent des bidons d'huile sur le feu d'une France divisée, sur le feu d'une France où on vit non seulement côte à côte, mais désormais face à face, comme l'avait dit le regretté Gérard Collomb. Et cette stratégie incendiaire de la France insoumise se retournera contre eux. Oui, le chaos, la France incendiaire. Non, mais c'est évident qu'une politique du chaos ne peut mener qu'à quelque chose de stérile et qu'à des affrontements, donc il n'en sort absolument rien de bon. Mais Éric Coquerel devrait peut-être se souvenir qu'il y a la civilisation judéo-chrétienne, mais que quand on fait référence aux barbares, souvent, c'est pour faire un parallèle avec la civilisation romaine. Ce sont les Romains qui ont commencé à parler des barbares, et étaient barbares tout ce qui n'était pas romain à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui n'appartenait pas à cette civilisation romaine, qui évidemment partait de Rome, qui montait d'ailleurs jusqu'au nord de l'Europe et qui descendait jusqu'en bas du bassin méditerranéen, englobant d'ailleurs les pays du Maghreb d'aujourd'hui. Voilà, c'était ça la civilisation romaine de l'époque. Et effectivement, après au IVe siècle, la civilisation chrétienne a pris le dessus. Mais il était à l'époque inévitable de combattre les barbares, parce que sinon la civilisation s'effondrait. Et d'ailleurs la civilisation romaine s'est effondrée, parce que par coup de boutoir, un petit coup de boutoir du côté de la Germanie à l'époque, un petit coup de boutoir de l'autre côté, du côté des Lombards, c'est-à-dire du côté du nord de l'Italie, c'est comme ça que petit à petit Rome s'est affaiblie et qu'on connaît le destin qu'elle a eu par la suite. Donc oui, je pense que Bruno Retailleau a raison de parler de barbares, parce que sans doute connaît-il mieux l'histoire que Éric Coquerel, et qu'il sait ce à quoi ça fait référence, c'est-à-dire que pour moi, nous sommes face à un défi civilisationnel que pour l'heure, aucun homme politique,
qu'une femme politique, peut-être, n'a à cœur de relever, ou tout au moins n'a les moyens de relever, parce que ceux qui y songent ne sont pas encore aux commandes. Et même s'ils l'étaient, il faudrait franchement renverser la table. Vraiment, vraiment, quand Emmanuel Macron tout à l'heure dit « nous allons prendre des mesures, nous allons être implacables », si le président de la République veut vraiment être implacable, c'est d'échéance de nationalité pour tous ceux qui ont la double nationalité et qui ont été aux commandes de ce que nous avons vu hier soir. C'est un état d'urgence territorial, pourquoi pas, dans certaines banlieues, pour dire le patron c'est l'État, c'est pas vous. C'est pourquoi pas l'expulsion des délinquants que nous avons vus hier soir à l'œuvre, des voyous que nous avons vus à l'œuvre, des logements sociaux. Et puis bien entendu, c'est les taper au portefeuille. C'est-à-dire, pourquoi pas, s'il le faut, faire en sorte qu'ils soient endettés à vie, même si pour l'heure certains sont insolvables. Et il y a beaucoup de mineurs. Nous avons vu sur les réseaux sociaux beaucoup de mineurs. Les premiers chiffres qui sortent des gardes à vue disent qu'il y a quand même beaucoup de mineurs qui étaient dehors. Même, je crois, alors Bruno Retailleau. Justement, voilà, Bruno Retailleau l'a fait savoir de la hier soir. responsabilité des familles concernant justement la délinquance des mineurs. Écoutez. La réponse aussi, elle vient des familles. Je disais parfois, où sont les pères? Que font des enfants très mineurs à se balader dans la voie publique tard le soir ou tôt le matin? Ça, c'est insupportable. Tant que les familles ne seront pas responsabilisées, alors il y aura un certain nombre de voies qui permettront à la violence des mineurs de se déchaîner. Tant que les familles ne seront pas responsabilisées. La difficulté, c'est que comment l'État, c'est une question que je pose parce que moi-même je n'ai pas la réponse, et je la soumets à notre discussion, comment l'État peut-il véritablement forcer les familles à être responsables de leurs enfants? Parce que là, on est sur des questions intrafamiliales. Le fait que, par exemple, le père de famille ou la mère de famille laisse le gamin partir sur un scooter, faire des roues arrière, des rodéos urbains dans Paris et casser les abribus, comment on fait pour que ce père de famille ou cette mère de famille garde le gamin chez eux? Je ne sais pas véritablement. Je pense que la seule réponse qu'on peut apporter à ça, elle est effectivement civilisationnelle, elle est culturelle, elle est aussi, et là c'est un peu l'éléphant au milieu du couloir et c'est la polémique sur le rapport à l'immigration et sur le rapport à l'assimilation des populations issues de l'immigration, même si le ministre de l'Intérieur Darmanin nous avait dit jadis pendant les émeutes qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Matteo, il est évident qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, entre le phénomène migratoire et la délinquance dans ce cas-là, et qu'il faut aussi le traiter. Mais sur les politiques intrafamiliales, c'est très difficile, c'est très très difficile d'agir pour l'État. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je pense que jusqu'à 18 ans, on est responsable de ses enfants. Dit la même chose. Oui, moi, je veux dire, moi, je suis mère de famille, c'est bizarre, il a pas envie d'aller faire des rodéos, il a pas envie de sortir avec un couteau. Mais comment fait l'État? Il a pas. Mais comment fait l'État? Mais tout simplement, il commence par frapper au portefeuille les parents de mineurs délinquants. Je pense que les parents, ça va sacrément les responsabiliser. Quand vous leur dites que pendant 10 ans, ils payent pour leurs enfants qui a fracassé un abribus, je pense que ça va mettre un petit peu de responsabilisation et de responsabilité dans tous ces cerveaux. Ils ne comprennent que ça, que le rapport de force. Ils ne comprennent qu'un rapport autoritaire. Vous allez voir que si on fait des sondages dans les semaines qui viennent, je suis convaincu que vous allez avoir un grand nombre de Français qui vont vous dire qu'ils veulent un État ou un gouvernement plus autoritaire qu'il ne l'est. On l'a déjà vu dans les années qui viennent, dans les années précédentes. Voilà, précédentes. Par ailleurs, quand Bruno Retailleau dit où sont les pères, effectivement, souvent ce sont des enfants pour une raison X ou Y, où les pères sont absents, où les pères sont démissionnaires. Et ce sont justement des gamins qui cherchent l'autorité, qui cherchent les limites, et ils attendent cela de l'État. Donc il faut vraiment renverser la table, il faut vraiment être extrêmement ferme. Les frapper au portefeuille, je vous dis, même si certains parents sont insolvables, eh bien d'une façon ou d'une autre, tu rends compte de ce qu'a fait ton gamin pendant plusieurs mois. Et quand j'entends certaines personnalités de gauche, parce que je me souviens, on avait déjà eu cette conversation avec Alain Bauer, sur votre plateau, Pascal de la Tour du Pin, sur Europe 1, qui disait, ah oui, mais il y a trop de mamans seules, célibataires, elles ne peuvent pas gérer. La culture de l'excuse, ça suffit. Voilà. Non, ce n'est pas une réponse. Et surtout, il faut que l'État soit à la hauteur pour dire que ce n'est plus acceptable. Vous imaginez, on est la risée du monde entier bientôt. Vous avez Emmanuel Macron qui montre ses muscles pour régler le conflit à Gaza, pour régler le conflit en Ukraine. Et chez nous, on est au bord de la guerre civile. Enfin, sincèrement, si c'était
c'était pas aussi grave, on pourrait bientôt en rigoler. Oui, mais je crois que c'est important de le dire. Nous, on habite à Paris quand même depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai grandi en province, j'ai eu cette chance-là de grandir en région. Pardon, mais on voit la situation se dégrader nettement. Et je ne sais pas si les auditeurs qui ne sont pas à Paris se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer. Oui, je crois que vous avez raison, franchement, Pascal. je ne sais plus qui disait, c'est Gérald Darmanin qui disait on n'a plus le sentiment de sécurité nulle part on est plus en safe France. nulle part en France. On n'est plus safe nulle part en France, mais pardon, on le ressent dans notre chair. Non, mais Et on le ressent encore plus profondément, vous avez raison Pascal. À Paris, moi aussi, j'ai grandi en province, j'ai grandi à la campagne, plutôt dans les champs et dans les forêts que dans les villes, et j'avoue que je ressentais, le mot insécurité, je l'ai presque découvert à 16-17 ans, pour être honnête, vivant à la campagne. Par contre, à Paris, j'ai vu quelque chose de nouveau. Effectivement, depuis la dernière Coupe du Monde qui a été remportée par la France, j'ai bien vu les violences qu'il y avait, j'ai découvert ce que c'était que le phénomène de rodéo urbain, etc. Et j'ai compris que les sujets dont nous parlons ce soir sont extrêmement graves et qui témoignent d'une inflation de la barbarie dans ce pays et de la sauvagerie ordinaire. Évidemment. Et c'est encore plus vrai quand vous faites des comparaisons internationales, quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Regardez les célébrations sportives en Chine, il n'y a aucun problème. Aux États-Unis, il y a rarement des problèmes. Dans un certain nombre de pays européens, en Italie, il n'y a pas de problème. Dans les pays scandinaves, il n'y a pas de problème. Pourquoi en France ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que en France, quasiment dans le monde et dans quelques autres pays, mais surtout en France, qu'on ne peut pas faire la fête sans tout détruire, sans mettre en place des violences physiques contre les forces de l'ordre ou contre n'importe qui ? Je pense que ça nécessite une remise à plat totale et un nouveau discours de combat civilisationnel, de combat culturel et de combat sécuritaire. Moi, j'ai une question qui est très politiquement incorrecte. Si ce n'était pas le Qatar qui était propriétaire du PSG, est-ce qu'on aurait eu justement une démonstration de force et de conquête du territoire qui aille aussi loin que ce qu'on a vu hier soir ? Le président de la République ce soir a remercié le Qatar. Enfin, on a l'impression même que même l'État est dépossédé de sa souveraineté, non seulement politique, mais désormais financière. Enfin, moi, je trouve que c'est un jour très sombre pour la France. Je suis très contente pour le PSG. Moi, hier soir, j'étais devant ma télé, j'étais ravie. Mais tout de suite, j'ai dit, aïe, oui, mais voilà, c'est une épreuve de vérité. Et le foot est un catalyseur, justement, de tout notre malaise civilisationnel, parce qu'évidemment, ça ne se passe pas avec le rugby, ça ne se passe pas avec le tennis. Oui, exactement. Oh là là, quel service! Et vive Roland Garros! Quel service, Véronique Jacquier! Quel service! Ah ouais, franchement! On part pour Roland Garros! Oui, voilà, c'est ça! Bah oui! Non, mais pas tout de suite! On va y aller! Dans un instant, évidemment. On va retrouver Cédric Pioline, qui nous attend du côté de la Porte d'Auteuil, vous savez qu'Europe 1 et la radio officielle de Roland Garros. Il est 19h44, le journal permanent à suivre.